Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, le 7 décembre dernier, ce n'est peut-être pas le meilleur fait de gloire de notre démocratie. La France Insoumise a annoncé dans un communiqué qu'elle retirait sa proposition de loi sur la réintégration des soignants suspendus. Pourtant, texte de loi qu'elle défendait bien les jours d'avant. Alors la raison, eh bien, le Rassemblement national a repris ce texte pour le mettre dans sa propre niche parlementaire. Et l'idée étant que France Insoumise et Rassemblement national, et pourquoi pas d'autres partis, puissent voter en accord ce texte au nom de la réintégration des soignants suspendus. Au nom du bien commun, pour ceux qui considèrent que cela concerne le bien commun. Mais LFI a refusé catégoriquement que l'on puisse croire à un accord entre cette gauche encore acceptable et l'extrême droite avec laquelle on n'a pas le droit de pactiser. Donc les soignants suspendus, apolitiques, eux, qui attendent toujours d'être réintégrés, qui attendent toujours d'être soutenus par des politiques, ont donc perdu cette opportunité, cette chance finalement de pouvoir voir leur droit du travail régulé. Alors cet événement pose évidemment des questions. Il pose la question de la possibilité du bien commun dans un monde politique qui est régi par des clivages partisans. Finalement, les partis politiques sont-ils encore capables de tendre vers l'intérêt général? Sont-ils seulement compatibles finalement avec le véritable exercice de la démocratie? Et ne serait-il pas tout simplement préférable de les supprimer? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec une personne qui, je pense, considère qu'il faut supprimer les partis politiques. C'est Francis Vanciton, que nous avions déjà reçu. Bonjour Francis Vanciton. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais je vous en prie, en plus vous m'avez réveillé pour des questions qui me passionnent, donc je suis très heureux. Eh bien oui, non, c'est sûr que là, ça vous concerne directement. On va expliquer à nos auditeurs pourquoi dans quelques secondes. Vous êtes membre du bureau politique de l'Action française, donc clairement royaliste. C'est ça, et qui, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, n'est pas un parti politique. Donc oui, tout à fait. Je veux supprimer les autres partis politiques. Voilà. On va parler de toute façon de votre ligne. Et puis nous sommes avec Christophe Boutin. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen. Et puis, alors vous avez publié, écrit de nombreux livres, mais nous allons citer aujourd'hui ce qui concerne notre sujet. Vous avez co-dirigé un colloque avec Frédéric Rouvillois, Parti politique et démocratie, inséparables mais incompatibles, acte du colloque du Centre. C'était en novembre 2004 et qu'on peut retrouver aux éditions... Pardon ? Non, excuse-moi, ça ne nous rajeunit pas. Mais... oui, qu'on peut retrouver, je crois, aux éditions FX de Guibert. Et puis, auteur de ce dernier livre, La proportionnelle, ou comment rendre la parole au peuple. Donc, vous posiez déjà cette question, en tout cas, de la parole du peuple confisquée. Toujours avec Frédéric Rouvillois aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors peut-être pour commencer, je vais donner la parole à Francis Vanciton, puisque je vais donner la parole à un convaincu finalement sur cette question de la suppression des partis politiques. Écoutez, c'est très gentil. En fait, le problème des partis politiques, c'est qu'on nous explique que si on veut faire pouvoir entendre sa voix et si on peut avoir une représentation du peuple, on a besoin de partis politiques, ce qui est assez compliqué vu que finalement on donne du pouvoir à des agents sur lesquels on n'a aucune main et sur lesquels, si vous voulez, on les choisit pour soi-disant défendre nos idées, mais sachant qu'ils représentent toujours imparfaitement nos idées. Donc, ce qui peut donner lieu à des choses assez cocasses, où par exemple la majorité des membres d'un parti sont pour telle position, or la ligne du parti officiel à la tête ne l'est pas, et ce qui donne lieu, si vous voulez, à cette chose assez passionnante, où finalement un parti politique n'est pas censé permettre la représentation des gens qui s'y reconnaissent, mais si vous voulez beaucoup plus une machine à agiter les passions politiques et à porter un ensemble de textes de loi plus ou moins légitimes et sans avoir pour autant réellement une expertise sur les sujets sur lesquels ils peuvent s'exprimer. Alors sur cette machine à agiter les passions, vous dites agiter, c'est exactement la critique de Simone Veil des partis politiques. Elle dit c'est un parti est une machine à créer des passions collectives et à s'auto-alimenter et donc à s'auto-suffire. Donc là, en effet, on comprend cette critique de ces partis qui peut-être ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur propre
intérêts particuliers plutôt qu'à l'intérêt collectif. C'est ça, vous avez cette blague qui dit vous créez un parti pour défendre des idées, puis vous finissez par trahir vos idées pour défendre votre parti. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est l'impression que ça donne, en tout cas, Christophe Boutin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être un petit peu député, député, pardon, lapsus révélateur. Absolument. Dépité par les dernières actualités. En tout cas, je vous citais l'exemple du 7 décembre, il y en a eu d'autres, où l'on voit que ces députés oublient un petit peu l'intérêt qu'ils sont censés défendre et qu'ils font semblant de défendre en plus avec vigueur quelques jours avant, puis le jour d'après, ils oublient tout pour des considérations politiques, politico-politicardes, on va dire. Alors vous avez tout à fait raison, mais la vraie question est de savoir si c'est la structure ou si ce sont les individus qui sont ici coupables. Je veux dire, est-ce que c'est la structure des partis politiques qui conduit nécessairement à cette dérive dans laquelle il y a une trahison des idéaux originels ou originaires et finalement une trahison de l'électorat par ceux qui sont élus, ou est-ce que ce sont les élus qui posent des problèmes parce qu'il n'y a pas de possibilité pour ceux qui les ont élus à aucun moment de peser sur ce qu'ils vont choisir ou ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de possibilité de recall comme ce qu'on rencontre par exemple aux États-Unis. Il n'y a pas de possibilité d'initiative populaire véritable pour un texte. Il n'y a pas de mandat impératif, bien sûr, en France. Autrement dit, il n'y a pas ces liens qui sont des liens qui permettent aux commettants de conserver la main sur ceux qu'ils ont élus pour les représenter. Et donc, on a au bout d'un moment, effectivement, des gens qui s'estiment tout à fait libres de tout devoir envers ceux qui les ont élus et qui vont faire des choix qui seront des choix politiciens, qui seront des choix de carrière, qui seront des choix parfois, on l'a dit, bien éloignés du bien commun. Et vous voyez que la différence est là. Est-ce que le parti en lui-même génère cela? Alors bien sûr, on peut me rappeler, vous avez cité bien sûr Simone Veil, on pourrait citer aussi Ostrogorski, on pourrait citer Michels, on pourrait citer tous ceux qui expliquent qu'il y a une dérive oligarchique avec un parti politique, et tout cela sont exacts, mais ça existe dans n'importe quelle organisation, cette dérive structurante et oligarchique, qu'il s'agisse d'un parti politique, et peut-être même qu'au sein de l'AF, je ne sais pas, il y a eu peut-être à certains moments de pareilles tensions internes, oui, de pareilles dérives. Vous faites bien de poser cette question, Christophe Boutin. Mais malgré tout, je pense que c'est une question centrale, hein, la structure ou les individus, mais quelqu'un qui croyait vraiment dans la question des pouvoirs et des contre-pouvoirs et des institutions démocratiques, Tocqueville, par exemple, dans La démocratie en Amérique, montre bien qu'en fait, dès qu'il y a un petit espace, il y a finalement abus de cet espace également. Donc, on se dit qu'en fait, il faut vraiment que la structure et la mise en place des contre-pouvoirs soient extrêmement ordonnée pour être sûr que chaque individu ne commence pas à penser à ses propres intérêts et ne souhaite pas tirer la couverture à lui. Christophe Boutin. Ah mais j'en suis pleinement d'accord. Il faut, j'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure avec le recall, avec les mandats impératifs, avec la possibilité d'initiative populaire des textes. Oui. Il doit y avoir en permanence ces contre-pouvoirs pour éviter qu'on ait une oligarchie qui capte le pouvoir, ce à quoi on assiste actuellement. Oui, d'accord. On continue d'en parler, mais il est 8h pile, Sonia de droite, et c'est l'heure de faire un rapide point sur les informations avec Corentin Perini. Ligne droite. Je suis pour, je suis la table ronde. Et pour cette table ronde, nous sommes toujours avec Christophe Boutin, docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen, auteur notamment, c'est un ouvrage tiré d'un colloque avec Frédéric Rouvillois, Parti politique et démocratie, inséparables mais incompatibles, acte du colloque du centre, et c'est à retrouver chez FX de Guibert. Et puis auteur de La proportionnelle, ou comment rendre la parole au peuple, toujours avec Frédéric Rouvillois aux éditions La Nouvelle Librairie. Puis nous sommes avec Francis Vanciton, membre du bureau politique de l'Action française. Alors, Francis Vanciton, vous avez entendu Christophe Boutin qui nous explique que suppression des partis politiques peut-être pas, certes contrôle, rationalisation peut-être, contre-pouvoir encore. Il en a cité quelques-uns. Est-ce que c'est pas ça aussi la meilleure solution ? Ça peut être une solution à court terme. Avec après... la petite boutade contre, enfin pas contre, mais sur l'Action française, le fait que finalement, de toute façon, toutes les structures sont peut-être, finalement, l'homme est partout, on va dire. Donc Mais de toute façon, si l'homme est partout, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et ce qu'on a tendance à reprocher à nos députés, c'est peut-être pas forcément qu'il y ait trop d'hommes au centre, mais qu'il manque d'hommes au centre et que, vous savez, c'est Daudet qui disait on n'a pas idée du néant si on n'est pas allé une fois à l'Assemblée nationale entendre les députés parler. Alors, je ne sais pas tout à fait ça la citation, mais justement, il y a un manque d'hommes et
Certes, on peut inventer des mécanismes, mais si vous voulez, des mécanismes, ça se contourne, ça s'utilise, ça s'arbitre, et même cette approche simplement en disant il faut contrôler, mettre en place des contre-pouvoirs, c'est pas très loin si vous voulez d'un discours managérial. On sait très bien qu'on peut mettre plein de méthodes managériales en place où vous ne transformez pas un cheval. Mais là, vous faites comment finalement pour représenter la parole du peuple? Si vous voulez, Simone Veil, dans la suppression générale des partis, explique que l'essentiel et en fait la raison principale pour laquelle il faut supprimer les partis, c'est pour mettre en avant la vérité et la justice. Et en fait, aujourd'hui en France, on n'a pas de justice, on a une institution judiciaire qui fonctionne extrêmement mal, on la finance extrêmement peu, elle a des délais extrêmement lents. Oui. À la limite, je préfère avoir une justice efficace qui permettrait d'arbitrer un certain nombre de conflits, plutôt que d'avoir une caste politique qui va vous pondre de la réglementation à la chaîne, qui la plupart du temps est inapplicable, et quand d'ailleurs elle la pond, la majorité du temps, elle vient de l'Union européenne. Donc on pourrait largement inventer des systèmes de justice, faire un certain nombre d'arbitrages au niveau local, plutôt que de passer si vous voulez, par des partis politiques. Hannah Arendt explique que pour elle, la démocratie, c'est... Attendez, je vois pas le lien entre la justice et les partis politiques. C'est quand même pas les partis politiques qui font la justice en France. Non, je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, c'est un certain nombre de décisions. Par exemple, admettons, où est-ce qu'on va construire un moulin pour un village, pour prendre un exemple simple, même si on ne construit pas beaucoup, vous me direz. Si vous voulez, la prise de décision peut être prise au niveau local sur le cadre d'une décision, si vous voulez, voire d'un arbitrage, si vous voulez, par des procédures juridiques, beaucoup plus que de demander aux députés de faire cela ou de faire une demande. Là, vous vous dites, mais là-dessus, je pense que Christophe Boutin peut être tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire vous dites il faut relocaliser la prise de décision. Absolument. Oui, mais là-dessus, Christophe Boutin est tout à fait d'accord, j'imagine, Christophe Boutin. Ah mais pleinement, je crois effectivement qu'il y a un centralisme qui est absolument catastrophique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Francis Vinciton sur la nécessité de relocaliser une bonne part des décisions. C'est au niveau local qu'on doit décider des problèmes locaux et pas au niveau national. Ça, c'est clairement. Là où je serais moins d'accord avec lui peut-être, c'est quand il évoquait le rôle de la justice. Je ne crois pas qu'en substituant au gouvernement des politiques, avec tous les défauts que l'on peut connaître aux politiques, le gouvernement des juges, ce vers quoi nous sommes en train d'aller petit à petit et de manière à grands pas, je dirais dans certains cas de figure. Je pense à la justice européenne de la CEDH par exemple, je pense à l'évolution du Conseil d'État, je pense au Conseil constitutionnel. Bref, je ne crois pas qu'en substituant au gouvernement des politiques un gouvernement des juges, on soit gagnant. Voilà, parce que les responsabilités et la responsabilisation, ça existe encore parfois avec les politiques, ça s'appelle l'élection. De temps en temps, ils sont forcés de repasser devant le peuple. Avec les juges, ça n'existe absolument pas. Alors, une réponse à ce sujet, puis ensuite j'ai une question encore pour Christophe Boutin. Bon, de toute façon, si vous voulez, c'est ma tendance, on va dire un peu royaliste, ou à mon sens, la justice doit en dernière mesure reposer sur la question du roi, qui, justement, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, est son propre contre-pouvoir, vu qu'il doit durer. Donc, après, c'est la question peut-être plus vaste, de dire, très bien, on peut amoindrir la place du parti politique et essayer de se donner un impératif de justice et des fonctionnements de justice plus importants. On a besoin de l'adosser sur cette figure incarnée qui, justement, doit pouvoir être cherchée. Et ce que j'allais dire sur Hannah Arendt, elle explique que la démocratie, c'est la capacité de se lever et de prendre la parole en public et d'être écouté. Et là-dessus, si vous voulez, certes, des systèmes de justice peuvent permettre de ça. C'est vrai que la politique le permet aussi, et peut-être l'essentiel à un certain degré, c'est être capable de recréer ces zones de dialogue et de discussion que l'Assemblée nationale n'est pas, vu qu'on peut dire quelque chose le jour, et puis le lendemain dire finalement on ne le fait pas, non pas parce que ce que j'ai dit est faux, mais simplement parce que les autres se le sont appropriés, l'ont touché, l'ont corrompu. Oui. Mais c'est la question justement que je voulais poser à Christophe Boutin. Finalement, Christophe Boutin, à votre avis, la scène du 7 décembre, mais encore une fois, ce n'est une parmi d'autres, elle est l'illustration de quelle dérive au sein du Parlement? Finalement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Le Parlement est destiné à permettre la confrontation entre des opinions différentes. Parce qu'effectivement, j'entends bien qu'il faille promouvoir la justice et le bien commun. Le problème, c'est que nous avons tous ou presque des approches différentes de ce que doit être la justice ou de ce que peut être le bien commun. Ces approches différentes, le Parlement, dans un système démocratique normal, permet de les confronter et d'arriver à trouver des compromis pour définir, alors non pas forcément un bien commun, mais un moindre mal commun. Et je crois que c'est déjà beaucoup en la matière. Ce qui ne fonctionne pas ici, c'est que nous avons des gens sectaires qui sont braqués sur des oppositions politiques, qui défendent finalement leur territoire politique, qui pensent en termes de réélection avant tout, et ces gens sectaires oublient cette fonction de dialogue, oublient que parfois, effectivement, sur certains textes, des gens qui ne s'entendent pas sur d'autres points peuvent cette fois trouver un point d'accord. C'est tout à fait regrettable. On retrouve aussi cette volonté d'interdire le débat avec
un parti qui représente une frange non négligeable de l'électorat, c'est le moins que l'on puisse dire, et tous ces éléments sont globalement très pervers et catastrophiques pour le fonctionnement de notre système politique. Et dans ce système un peu perverti par des gens qui pensent à leurs propres intérêts, on peut citer évidemment, je crois qu'on en est au 9e maintenant, 49.3, et cette motion de censure qui n'est pas votée par l'opposition à la majorité. Pourquoi ? Parce qu'on imagine que certains, notamment certains LR par exemple, ont peur tout simplement pour leur poste, pour leur pot de député. Ils ont peur de perdre leur poste. Alors là, on voit encore, on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une question d'individu ou est-ce que c'est une question de structure ? Mais en même temps, est-ce que c'est pas naturel pour tout individu d'avoir peur de perdre son poste, Christophe Boutin ? C'est naturel pour tout individu d'avoir peur de perdre son poste. Et nous faisons tous des concessions régulièrement pour éviter de perdre notre poste ou plus globalement de nous fâcher avec notre boucher ou notre boulangère. Voilà. Ça, c'est bien certain. C'est tout à fait humain et c'est normal. On n'a pas vocation à s'affronter en permanence et à se heurter en permanence. Maintenant, il y a un moment où dans les choix politiques, si vous voulez, on est quand même censé faire, je le disais tout à l'heure, dégager le moindre mal. Et dégager le moindre mal, ça suppose parfois de savoir oublier un peu ses intérêts personnels. Francis Vanciton, vous considérez, vous là par exemple, pour revenir sur l'histoire du 49.3, c'est d'être aussi une histoire qui vous a plu. Finalement, il y a une petite tentation presque monarchiste là, du pouvoir en place, de vouloir affirmer son pouvoir contre et malgré tous les vents. Mais si vous voulez, c'est là une dérive de la conception qu'on a de la royauté, ou de la monarchie de manière plus globale. Je suis sûr que ça ne vous plairait pas. Non, mais bien sûr que non. Vous savez, on décrit dans la Grèce antique le tyran comme la personne qui n'est pas capable de maîtriser ses passions. Et je pense que là-dessus, quelqu'un qui n'est pas capable de maîtriser ses passions, c'est beaucoup plus Emmanuel Macron que Louis XIV, ou même que Louis XVI. Donc non, le 49.3, c'est justement c'est l'inverse de l'autorité et de la capacité d'avoir une vision au long cours. C'est des coups de bâton pour essayer de faire avancer. Et si vous voulez, plutôt que d'avoir un berger, on a une sorte, si vous voulez, de gros bourgeois qui sur un âne met des coups de 49.3 en disant en avant bourricot et qui comprend pas que l'âne un coup veut aller à gauche, un coup à droite et que au fond on avance assez peu sur le chemin et que c'est pas très efficace comme méthode, quoi. C'était assez drôle, c'était Elisabeth Borne qui disait hier pourquoi avez-vous peur du débat, la France insoumise. Oui. Donc elle a dit avec sa petite voix aigrelette, joyeuse qui nous remonte le moral. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que son argument était de dire nous n'avons pas peur du débat parce que nous avons mis en place des recettes, alors j'aime bien l'expression, pour que vous puissiez discuter. Et puis, comme finalement vous êtes beaucoup opposés, vous avez dit beaucoup de choses, et ben on n'a pas eu le temps d'avancer suffisamment, donc on n'avancera pas plus. Je dis, oui, mais enfin, c'est dans ce cas-là, si on n'a pas le droit de ne pas être d'accord sur ce moment-là. Quand est-ce qu'on aura le temps d'être en désaccord, quoi ? Moi, la question qui se pose alors, si on reprend votre modèle monarchiste, quels corps intermédiaires, si ce n'est le parti politique, faut-il mettre en avant ? Parce qu'il faut forcément des corps intermédiaires. On peut mettre en place les corporations, des représentations d'associations. C'est en Irlande, vous avez une assemblée, si vous voulez, de travailleurs qui peut proposer tout un ensemble de réglementations concernant le droit du travail. Pardon, mais là aussi, on a vu des dérives dernièrement. Les conseils de l'ordre des avocats, le conseil de l'ordre des médecins qui ont eux-mêmes appliqué leurs propres règles et souhaité sanctionner le professeur Raoult ou le professeur Perron parce qu'ils disaient des choses un peu différentes de ce qui allait dans le récit officiel du gouvernement. Alors, c'est là où il nous manque le prince. On aurait pu avoir une séquence absolument extraordinaire du professeur Raoult se présentant à Versailles, allant voir le roi en lui disant « Monseigneur, voilà, j'ai grand dépit, cela est malheureux et j'en appelle à votre justice. » Et le prince l'aurait installé en bas du chêne et il aurait fait venir l'ordre des médecins. C'est pas la première fois que vous me racontez cette histoire de chêne. Oui, certes, mais le prince n'aurait pas forcément été d'accord parce que ça ne va pas forcément dans ses intérêts aussi. Oui, mais vous savez, c'est la fameuse remarque de Maurras qui est étonnamment juste, qui est de dire on a eu des princes qui n'étaient pas très bons, on n'a jamais eu de mauvais princes. Et si vous voulez, ce qui est assez étonnant en République, c'est que on a eu de bons présidents, mais finalement, on n'a pas eu beaucoup de bons présidents, et on a eu des mauvais présidents. Et on en a d'ailleurs encore. Vous voulez dire, on a eu des bons rois, on n'a pas eu tant de bons présidents, c'est ça ? Non, c'est pas ça que vous disiez. En fait, je disais, c'est surtout qu'on a eu des rois très moyens.
On a eu un roi fou, bon ça c'est une exception, mais c'est pas la majorité du genre. Par contre, on a eu beaucoup de très mauvais présidents. Oui, bon. Alors, Christophe Boutin, sur cette question des corps intermédiaires, j'imagine encore que là aussi vous êtes d'accord. Finalement, ça fait partie des contre-pouvoirs qu'on peut mettre, qui doivent être mis en place. Alors, si on veut un petit peu moins insister sur les partis politiques, quels autres corps pourrait-on mettre en avant pour rééquilibrer un petit peu justement cette démocratie qui aujourd'hui ne fonctionne pas forcément ou ne nous donne pas l'impression de fonctionner? Mais effectivement, on peut utiliser les collectivités locales, on peut utiliser les corporations de métiers, on peut utiliser mille et une autres modèles de corps intermédiaires. Mais comme vous le disiez à très juste titre, nous allons nous retrouver avec les mêmes problèmes de dérive potentielle, parce que ces corps, ces structures génèrent de toute manière ces rivalités internes, génèrent une lutte pour le pouvoir en interne, et tant qu'il n'y a pas une possibilité à un moment pour ceux qui ont créé ces corps de reprendre la main et de dire voilà, là il y a une dérive et ça va dans un sens qu'on ne cautionne absolument pas, donc on vous démet de vos fonctions et on repart avec d'autres dirigeants. Tant qu'il n'y a pas cette possibilité-là, ces corps intermédiaires, les collectivités locales, il suffit de voir actuellement les collectivités locales, ce que deviennent les collectivités locales. Enfin, il y a les maires, on nous parle tout le temps, on fait larmoyer sur le maire et la proximité du maire, c'est tout à fait terminé. Ce sont les intercoms qui dirigent, les intercoms n'ont aucune proximité, aucune lucidité. Donc là, on a saboté, je dirais, la possibilité d'un corps intermédiaire. Et cette possibilité de dérive existe toujours. Donc j'insiste sur la nécessité de redonner réellement un pouvoir du peuple au peuple pour reprendre la main. Et ça, vous en parlez notamment dans ce livre que j'ai cité. On vous avait reçu pour ce livre sur la proportionnelle. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi la proportionnelle changerait les choses aussi dans cette représentation du peuple ? D'abord, elle est beaucoup plus juste, je dirais, par rapport aux différents intérêts. Alors bien sûr, elle aboutit à une fragmentation, et on va me dire, c'est comme d'habitude, la proportionnelle, c'est l'instabilité, la proportionnelle, c'est... mais on le voit bien ici, d'ailleurs, avec cette chambre, on n'a pas eu besoin d'une proportionnelle. Pour une fois, le mode de scrutin uninominal à deux tours a abouti à cette chambre avec une majorité relative. On voit que le problème n'est pas tant la diversité des opinions qui s'y expriment, que le refus d'admettre qu'il doit y avoir un débat, un dialogue et un compromis. Or, c'est ça, là, le système qui doit fonctionner. Oui, puis finalement, est-ce qu'on peut considérer, vous le dites, cette assemblée qui nous est tombée de façon assez surprenante d'ailleurs à la suite de ces élections législatives, est assez dispersée, disparate et aurait pu être le résultat d'élections à la proportionnelle. Finalement, est-ce que c'est pas mieux aussi, Francis Vanciton, d'avoir des assemblées avec plusieurs partis, une majorité, un parti politique présidentiel non majoritaire, là au moins il y a un débat qui est forcé. De toute façon, plus on a des structures différentes, plus on peut avoir une discussion croisée avec des expertises différentes, avec des regards différents, des sensibilités, des références culturelles pour ceux qui en ont encore à l'Assemblée nationale différentes. Donc c'est un acquis. Après, là où je suis un petit peu plus réticent, on va dire, c'est qu'on peut, si vous voulez, permettre plus de diversité. Si on n'arrive pas à créer une éthique commune réelle de la discussion, c'est ce qu'on voit typiquement aujourd'hui avec le gouvernement. Entre guillemets, on a cette richesse de regards différents, mais qu'on n'est pas capable d'exploiter réellement. Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop idéaliste ? Tout à l'heure, Christophe Boutin l'expliquait bien. Finalement, on a tous notre vision du bien commun, et peut-être est-elle différente pour chacun. D'ailleurs, on le voit avec l'histoire des soignants suspendus. Disons que même si LFI et RN étaient d'accord sur ce point-là, les autres ne l'étaient pas. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, sur ces questions sanitaires, comme la France est scindée en deux. Par exemple, si vous voulez, cette logique de dire si le Front National vote pour un texte de loi, alors il faut absolument qu'on le retire. Si vous voulez, quelque part, c'est un élément éthique que sont donnés un certain nombre de députés, pas que la LFI d'ailleurs, sur lequel on n'est pas obligé forcément de dire on pourrait s'accorder, on pourrait essayer de donner une culture commune aux députés ou d'une manière plus générale dans la politique française en disant à un moment on vote des textes de loi et pas simplement le texte de loi de tel parti et que ce qui nous intéresse, c'est la conséquence de la loi ou ce qu'elle vise à corriger, beaucoup plus que l'origine d'où cela vient. Ce qui est assez passionnant en France, c'est qu'est-ce que quelqu'un de droite, généralement ? C'est quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas de gauche », et vous dites « mais qu'est-ce que c'est quelqu'un de gauche ?» C'est « je ne suis pas de droite ». Et puis ils vont passer beaucoup de temps, vous savez, avec ces petites boîtes, c'est Usul qui avait fait ça un moment, ça c'est de droite, ça c'est de gauche.
Et quand on regarde un petit peu dans le détail, il y avait même un Richard de Sèze aussi a écrit un très bon livre que je vous recommande pour les listes au Père Noël, par exemple, sur ce qui est de droite et ce qui est de droite. Mais je voudrais... Oui, mais d'accord, mais finalement, vous voyez bien, on revient toujours à la même problématique. Les autres corps intermédiaires dont on en a parlé, les corps de métier, etc., on peut avoir les mêmes formes de rivalité. Et finalement, ce sera un peu partout le même système qui se remet en place. Bien sûr, si vous voulez, la dérive du système, elle est existante. Après, la question, c'est à quel niveau vous avez la dérive. Si vous voulez, moi, je peux faire une dérive, entre guillemets, de l'ordre des médecins. Ça engage sur beaucoup moins de sujets différents qu'une dérive de hommes politiques qui peuvent se mêler littéralement de tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, l'Union européenne a légiféré sur l'eau de pluie. Et donc, si l'eau de pluie tombe dans votre jardin, vous n'avez pas le droit de la récupérer. Donc, si vous avez laissé une gamelle dans votre jardin, vous avez volé de l'eau de pluie à la collectivité. Par contre, si elle a ruisselé sur votre toit, dans ce cas-là, vous pouvez récupérer cette eau-là. Oui, tout à fait. Quelque part, on se dit, mais qu'est-ce oui, qu'un mais État l'Union normal européenne décide de la forme des cages à poules qu'on doit avoir, que les agriculteurs doivent avoir. Elle ne doit pas être ronde, elle doit être carrée. C'est la courbure de la banane. Oui, exactement. Alors ça, la courbure de la banane, ça, je crois que ça a été repris depuis, mais oui, il y avait la courgette, exactement. Donc c'est sûr que ça, on est dans un système tellement centralisé, mais au niveau européen, que finalement, ça n'a plus aucun sens concernant chaque localité. Mais là-dessus, je pense que Christophe Boutin est également d'accord sur le fait qu'on faut qu'on revienne à du local, à du régional. Sauf que vous dites exclusivement local. Mais non, puisque vous avez pour le pouvoir régalien. On aura toujours besoin, et puis si vous voulez, si à un moment vous dites on va construire une autoroute, vous allez traverser un certain nombre de localités, et il va falloir à un moment être capable d'avoir des institutions de discussion, d'arbitrage, et donc il y a un moment vous avez quand même bien besoin d'avoir un État, donc même si on peut rêver sur l'anarchie plus un, vous avez toujours besoin d'un plus un qui est capable de faire discuter les différentes parties prenantes. Après, est-ce qu'on est obligé d'avoir une assemblée nationale par des partis avec des gens élus, non pas sur des compétences, non pas parce qu'ils incarnent quelque chose, mais parce qu'ils ont réussi à avoir 50% des voix plus 1. Si vous voulez, c'est un débat sur lequel on peut vraiment réfléchir. Oui. Et concernant ce pouvoir, Christophe Boutin, en fait, le pouvoir régalien, doit-il être... justement, aujourd'hui, doit-on considérer qu'on doit repenser le national seulement en termes de régalien et redistribuer le reste des compétences au niveau régional, au niveau local, plutôt que d'avoir aujourd'hui une assemblée, même un président, un gouvernement, et puis même au-dessus, maintenant, un Parlement européen qui décide au nom de tous pour maintenant nos petits détails locaux. Il est nécessaire qu'il y ait un arbitrage, quel que soit le pouvoir, si vous voulez. Le pouvoir régalien est essentiellement aussi un pouvoir d'arbitrage. Il arbitre entre des intérêts locaux qui sont des intérêts locaux différents, à partir du moment où il y a un bien commun et où on cherche à défendre un bien commun. Que ce pouvoir régalien soit le monarque, qu'il soit un système démocratique avec un parlement et un président qui fonctionne correctement, qu'il soit même, pourquoi pas, des éléments de l'Union européenne, ça ne paraît pas aberrant. Francis Vinciton citait par exemple la réglementation sur l'eau de pluie. Mais la réglementation sur l'eau de pluie nous paraît comme ça très très critique et on peut la critiquer. Si l'eau de pluie tombe sur mon toit, c'est-à-dire sur un sol déjà artificialisé, je peux la récupérer. Si elle tombe dans mon jardin, c'est-à-dire un sol qui n'est pas artificialisé, je n'ai pas le droit de la récupérer. Ce système permet quand même de lutter contre l'artificialisation des sols et permettrait, si je développais cela, ça me permettrait de récupérer toute l'eau qui tombe sur un terrain et de la revendre. Cette eau qui sinon partirait dans les nappes phréatiques et qui serait un bien commun. Vous voyez que les choses sont pas toujours si simples sur les arbitrages qu'il faut réussir à faire. C'est bien la première fois que je vanterai d'ailleurs le fonctionnement de l'Union européenne. Et rassurez-moi, oui. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu plus souvent. Mais voilà. Autrement dit, l'arbitrage. Mais ça, je pense que Francis Vinciton sera tout à fait d'accord avec moi sur le sujet. L'arbitrage est l'élément central du régalien. L'arbitrage entre des intérêts différents, entre des intérêts concurrentiels, pour encore une fois pas forcément trouver quelque chose d'idéal, pas forcément trouver la perfection, mais arriver à trouver le moindre mal. Voilà. Oui, là-dessus, Francis Vinciton, vous êtes d'accord? Oui, l'arbitrage, c'est ce que vous disiez, finalement. Complètement, et puis de toute façon, c'est la... Mais il peut être mis en place autrement que par une monarchie. Bien évidemment, et donc, puis c'est souhaitable. Vous pourriez vous accorder avec la ligne de Christophe Boutin. Mais de toute façon, je lis Christophe Boutin, je révère Christophe Boutin, sauf quand il fait l'union de l'Union européenne. Alors là, je suis choqué, je pense que je passerai ma journée dans une sorte de brouillard second. Oui, mais vous avez compris quand même son explication sur les jardins et l'artificialisation des sols. Oui, non, bien sûr,
Même si, à la fois, je suis d'accord sur les vertus que peut avoir cette loi, et puis en même temps, je pense qu'elle génère aussi en partie d'autres problématiques. Mais après, c'est aussi l'un des problèmes du droit, c'est qu'on ne maîtrise pas entièrement tout, et que l'action politique a des conséquences qui nous échappent par définition, quoi. Oui. Après, je suis parfaitement d'accord sur le fait que le but du régalien, effectivement, c'est d'arbitrer. Après, j'aurais tendance à penser que dans le cas français, mais ce ne serait pas le cas dans tous les pays, la monarchie a cette capacité d'arbitrer, on va dire, un peu plus correctement, et avec surtout une vision du temps long. Mais on peut toujours avoir un Périclès au pouvoir qui ferait preuve de ça. Le général de Gaulle a eu cette capacité d'arbitrer. Après, la problématique, si vous voulez, c'est qu'une fois que le dirigeant est passé, comment est-ce que vous assurez une transition et cette vision sur le long terme? Et là-dessus, je pense que la monarchie a une certaine forme de supériorité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en plus, les mandats, même présidentiels, sont de plus en plus courts. Donc le temps long, aujourd'hui, a beaucoup de mal à s'installer. D'abord, on a cette communication politique qui vit aujourd'hui au temps des médias, c'est-à-dire dans l'instantané. D'ailleurs, même moi, je me pose la question parfois, comment le général de Gaulle gérerait la situation actuelle, avec sachant que lui, je crois que c'était 20h ou 20h30, tout était fermé, il rejoignait sa femme chez lui, etc. Il arrêtait de parler politique, en tout cas officiellement. Comment aujourd'hui ce genre d'homme politique pourrait exister? Comment on pourrait mettre en place ce système que vous souhaitez dans un monde totalement différent, tout à fait instantané, où on doit avoir réponse à tout dans l'immédiateté? La vraie question, c'est est-ce que ce monde de l'instantané, de l'immédiateté, est un monde qui est véritablement vivable et sain? Si vous passez votre temps à réfléchir dans l'instantané, vous terminez comme l'âne de Buridan qui ne sait pas choisir entre la paille et l'avoine, et donc qui finit par mourir de faim et de fatigue. Et au fond, n'est-ce pas ce qui menace un certain nombre de gens qui passent leur journée sur le portable, à regarder le portable. Oui. Qu'est-ce qu'a dit un tel et compagnie? Après, comment sortir du règne d'instantané, comment sortir d'un système technicien qui encourage cette approche-là? La question elle est complexe, mais entre guillemets, la bonne et mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est même pas sûr que notre système puisse durer infiniment d'un point de vue économique et de l'utilisation des ressources. Oui, Christophe Boutin, ce sera ma dernière question. La même, finalement. Est-ce que même, disons, ces corps intermédiaires, ces contre-pouvoirs que vous avez cités tout à l'heure, est-ce que tout cela suffit aujourd'hui dans un monde où, de toute façon, il faut fixer des lignes, répondre à des questions, toujours de façon presque quasi immédiate, en tout cas très rapide, et avant même le temps d'une procédure législative, ou avant même le temps, surtout, d'une justice? Écoutez, si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Voilà. Donc, effectivement, répondre au cas par cas, répondre immédiatement à brûle-pourpoint, ça suppose d'avoir des bases solides et de savoir quoi répondre sur ces bases solides, et non pas adapter en permanence sa communication à la demande qui est faite, la demande de l'instantané. Je crois que l'instantané nous brouille complètement, brouille les pistes. Je crois que nous sommes abreuvés d'informations inutiles, et que pour répondre à ces informations inutiles, nous cherchons à croiser un maximum de données, alors qu'il suffirait parfois de sortir de ces données et de penser en logique pure, ou en, je dirais, simple bon sens. Les choix qui ont été faits par les générations précédentes ont été faits sur un croisement de données bien moindre, et visiblement n'ont pas posé des problèmes majeurs. Eh bien, merci beaucoup Christophe Boutin. Merci à vous Francis Vanciton. Je rappelle, Francis Vanciton, membre du bureau politique de l'Action française. Christophe Boutin, docteur en sciences politiques et professeur de droit public à l'Université de Caen. Et puis, je vais citer votre dernier livre, La proportionnelle, ou comment rendre la parole au peuple. En tout cas, vous êtes d'accord là-dessus tous les deux. Rendre la parole au peuple, coécrit avec Frédéric Rouvillois et retrouvé aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.